Donc effectivement, après les quelques éléments théoriques que vous venez d'entendre, moi je vais plutôt vous parler de l'aspect pratique en fait, du prélèvement surfacique et vous présenter des outils méthodologiques pour le prélèvement surfacique. Donc de la même manière en fait que pour le prélèvement atmosphérique, on va évaluer la pollution qui est présente dans l'air et dans l'atmosphère des lieux de travail pour évaluer l'exposition potentielle des travailleurs par inhalation. Donc pour le prélèvement surfacique, ça va être un petit peu la même chose en fait. La maîtrise de l'évaluation de la pollution qui est présente sur les surfaces de travail et donc la maîtrise de l'aspect métrologique des prélèvements surfaciques va être essentielle et va représenter un prérequis indispensable si on veut faire évidemment l'évaluation de ces modes d'exposition. Donc ici essentiellement par voie cutanée et par ingestion. Si on veut faire aussi des extrapolations toxicologiques et si on veut aller à terme vers l'établissement de valeurs limites ou de valeurs de référence d'une manière plus générale. Donc dans la littérature, en fait, vous allez retrouver un certain nombre de méthodes, des méthodes à la fois pour les composés inorganiques et organiques. Donc on va avoir pas mal de méthodes de l'ASTM. Donc l'ASTM, c'est l'organisme américain de normalisation. Et puis également, par exemple, des méthodes du NIOSH, donc des méthodes à la fois pour les poussières de métaux, pour les fibres d'amiante, pour le plomb, également pour les organiques, les composés organiques, les herbicides chlorés. Donc ce ne sont que quelques exemples, il y a d'autres méthodes. Et donc chacune de ces méthodes en fait va être rattachée ou basée sur une des deux techniques principales de prélèvement, que sont le prélèvement par aspiration ou par micro-aspiration et le prélèvement par essuyage. Alors pour faire simple, en fait, le prélèvement par aspiration va être plutôt adapté aux fibres, aux poussières, aux poudres, alors qu'elles soient organiques ou inorganiques, et ce pour tout type de surface. Donc ça inclut aussi les surfaces textiles, type moquette ou siège de tissu par exemple. Le prélèvement par essuyage, lui, va également être adapté aux fibres, aux poudres et aux poussières, et puis également aux composés qui vont avoir une certaine adhérence sur les surfaces, sur les matériaux, comme les sels et les composés organiques semi-volatiles. Donc là, plutôt, le prélèvement par essuyage, plutôt pour les surfaces lisses et les surfaces peu rugueuses. Et puis à côté de ces deux techniques principales, on va trouver des techniques un petit peu plus exploratoires, exotiques, qui sont assez peu utilisées. Et donc voilà, comme par exemple le prélèvement par adhésif ou le prélèvement par patch sur les personnes. Donc un mot maintenant sur le matériel de prélèvement donc en hygiène industrielle. Donc je précise bien en hygiène industrielle parce que ça peut être un peu différent dans d'autres types d'environnements comme l'environnement domestique par exemple, où généralement les quantités de polluants sont inférieures et donc les modes opératoires, le matériel va être un petit peu différent. Donc ça on le verra notamment cet après-midi. Et donc en hygiène industrielle, pour le prélèvement par aspiration, donc on va essentiellement utiliser des pompes de prélèvement individuelles, donc du type de celles qu'on utilise pour le prélèvement atmosphérique, avec des cassettes de prélèvement standard, type 37 mm, qui vont être équipées de filtres, donc des filtres en fibre de quartz, en fibre de verre, des diverses membranes, également des AccuCap si on veut faire de la gravimétrie. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'en fait, le prélèvement par aspiration en fait, ne va pas nécessiter de matériel autre que celui qui est couramment utilisé pour les prélèvements atmosphériques. Donc ça ne va pas induire de surcoût pour les laboratoires qui pratiquent ces prélèvements. Et puis pour le prélèvement par essuyage, donc là on va surtout utiliser des lingettes préimprégnées type Ghost Wipes, LED Wipes, et puis d'une manière plus générale, tout type de support qui sera jugé adapté par l'opérateur, par le préventeur, comme des compresses en coton, des écouvillons, des filtres aussi par exemple. Donc du matériel finalement assez peu onéreux et encore une fois qui ne va pas induire de surcoût pour les laboratoires qui font ces prélèvements. Alors le prélèvement surfacique, il va être adapté à quel type de situation professionnelle? Donc il va être adapté pour les activités qui vont utiliser des matières premières particulières, donc type poudre, également pour les procédés qui vont générer des débris, des particules, donc comme par exemple l'usinage, le meulage, le ponçage, donc toutes sortes d'activités mécaniques,
Et puis également qui vont générer des aérosols liquides. Donc là, je pense en particulier aux aérosols de fluide d'usinage, donc on appelle plus couramment les fumées de bitume, pardon, pas du tout, les brouillards d'huile. Et puis également, si suite à des prélèvements sur un travailleur, des prélèvements biologiques qui indiquent la présence de marqueurs de pollution, alors que l'atmosphère finalement est relativement peu polluée. Donc ça peut permettre de mettre en évidence et d'objectiver une origine surfacique de l'exposition professionnelle. Et puis au contraire, donc, le prélèvement surfacique ne sera pas forcément très pertinent dans les activités qui vont utiliser uniquement ou essentiellement des produits volatiles type solvant, gaz, où là on va plutôt privilégier le prélèvement atmosphérique. Alors un mot sur l'analyse chimique, même si ça sort un petit peu de la thématique de la journée prélèvement et contamination surfacique. Généralement, en fait, les méthodes qu'on utilise après les prélèvements surfaciques sont globalement similaires, ou en tout cas où elles peuvent être aussi légèrement adaptées des méthodes de préparation et d'analyse des prélèvements atmosphériques du même composé. Alors avec éventuellement quelques ajustements des conditions de préparation, comme par exemple l'ajustement du volume de solvant d'extraction, puisqu'en général, les lingettes vont être un petit peu plus volumineuses que les supports qui sont utilisés pour le prélèvement atmosphérique. Par exemple, aussi l'ajustement des conditions d'extraction et de purification, de filtration, donc tout ça encore en lien avec la nature des lingettes. Et donc à ce titre, tout laboratoire accrédité ou qui a la compétence en fait pour réaliser les prélèvements et l'analyse des polluants atmosphériques va être tout à fait en capacité de faire ces analyses de prélèvements surfaciques. Et puis évidemment, si la méthode n'existe pas, il faudra évidemment la développer selon les standards habituels que vous connaissez, et notamment les guides de mise au point métropole que l'on trouve sur le site internet de l'INRS. Donc toujours sur la base de la littérature, sur les méthodes existantes, sur les publications, donc il y a quelques consensus et quelques pratiques communes qui ressortent, notamment la superficie de prélèvement. Donc généralement c'est un carré de 100 cm², donc un carré de 10 sur 10 qui est généralement matérialisé par un gabarit de prélèvement, comme vous pouvez voir sur la photo. Donc gabarit qui va être soit jetable, soit réutilisable. Et puis également des pratiques communes au niveau des modes opératoires de prélèvement. Donc sachant qu'il y a essentiellement deux approches au niveau des modes opératoires de prélèvement. L'approche ASTM et l'approche NIOSH, donc qui consiste en 3 passages. Le troisième différent un peu, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux approches finalement vont être équivalentes en termes de rendement de récupération et donc d'efficacité de méthode. Prochaine. Alors ces méthodes, donc évidemment, elles ont le mérite d'exister. Ceci étant, elles présentent quand même quelques limites. D'une part, elles sont généralement très spécifiques d'un polluant, donc sous une forme. Donc elles sont finalement assez peu adaptables et transposables à d'autres composés. Elles sont également peu flexibles, donc avec des conditions qui vont être fixées et encore une fois non adaptables. Donc là, je prends l'exemple de la méthode 7144 de la STM pour le prélèvement des poussières métalliques, qui va en fait imposer un débit de prélèvement de 2,5 litres par minute, donc, et ce, quelles que soient les caractéristiques des poussières en fait. Donc on peut ici tout à fait imaginer que la méthode sera relativement efficace pour les particules les plus fines. Par contre, il peut y avoir éventuellement une petite perte d'efficacité sur les particules les plus grossières, et donc les plus denses, les plus lourdes. Et puis autre point, c'est qu'il y a très peu de méthodologies générales de mise au point de méthodes de prélèvement surfacique. Et lorsqu'elles existent, en fait, elles préconisent de valider et de faire toute la validation méthodologique sur des surfaces de type verre, inox, papier d'aluminium, également des plaques de téflon, comme c'est le cas dans le manuel technique de l'OSHA. Et donc, au final, des surfaces extrêmement lisses et qui vont être très éloignées des surfaces qu'on va rencontrer sur la réalité du terrain. Et donc, tout ça peut conduire à une sous-estimation des quantités qui sont réellement présentes sur les surfaces et donc donner une image un petit peu faussée de la contamination et des expositions potentielles des personnes. Alors, une autre limite, c'est le constat d'un manque d'harmonisation. Donc, un manque d'harmonisation
d'une part au niveau du matériel, mais surtout au niveau de l'approche méthodologique, donc avec des critères de validation et des critères d'exigence qui sont très variables et des approches qui sont aussi très, très diverses, ce qui rend en fait extrêmement difficile la comparaison des données entre les différentes études et entre les différentes campagnes de mesure. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là, dans ce contexte-là de manque d'harmonisation et de limites méthodologiques, que l'INRS a engagé des travaux, donc il y a quelques années, en 2014-2015, sur l'harmonisation méthodologique et l'aide à la mise au point de méthodes de prélèvement surfacique. Alors, très rapidement, l'objectif de ces travaux, de cette étude, c'était de quantifier précisément l'influence de tous les paramètres opératoires à l'aide de plans d'expérience, de prioriser ces paramètres et d'intégrer les plus influents dans une méthode standardisée, et puis au final de diffuser cette démarche dans un guide méthodologique de la base de données Métropole afin d'aider les utilisateurs et donc en particulier les préventeurs à développer des méthodes de prélèvement surfacique spécifiques de situations professionnelles spécifiques. Donc dans ces travaux, on a étudié une dizaine de paramètres, donc à la fois des paramètres, certains paramètres attachés et donc imposés par la situation professionnelle réelle, comme par exemple la nature de la surface, la nature du composé, et puis des paramètres de mise au point, donc là rattachés plus aux techniques de prélèvement, comme par exemple la nature des supports d'essuyage, ce qu'on appelle couramment les lingettes, l'imprégnation de ces lingettes, pour le prélèvement par aspiration, le débit d'aspiration, et avec au final des dizaines et des centaines de conditions croisées entre tous ces paramètres. Donc évidemment, ici, l'idée n'est pas de présenter l'ensemble des résultats, mais peut-être les plus parlants. D'ailleurs, je vous renvoie à toute la documentation qui est rattachée à cette journée technique, si vous souhaitez avoir les détails de ces travaux. Donc en fait, deux des paramètres essentiels dans une méthode et dans un développement de méthode, ça va être la nature de la surface et la nature du polluant. Ce qui va nécessiter en fait une caractérisation assez rigoureuse donc de ces deux paramètres, d'une part de la rugosité, de la porosité, donc ça dans le but d'utiliser pendant la mise au point de la méthode une surface, alors idéalement identique, mais au moins la plus proche possible de la surface réelle, et puis également caractérisation des propriétés physico-chimiques du polluant. Et donc ce sont toutes ces caractérisations, ces caractéristiques plutôt, qui vont constituer le point de départ de la construction de la méthode de prélèvement. Alors à côté de ces deux paramètres principaux, on va avoir d'autres paramètres qui vont évidemment être influents, des paramètres sur lesquels on va avoir la main, qu'on va pouvoir optimiser, comme la nature de la lingette, la nature de l'imprégnation de la lingette, le débit d'aspiration. Et en fait, si on regarde un petit peu les interactions multiples entre tous ces paramètres, on va se rendre compte qu'ils sont tous plus ou moins corrélés, qu'ils sont tous interdépendants. Donc par exemple, la nature de la lingette et la nature de la surface vont être interdépendantes. Donc ça veut dire en fait que le choix de la lingette en fait, va devoir se faire en fonction des caractéristiques de la surface. Même chose pour l'imprégnation. Donc le choix du liquide d'imprégnation va devoir se faire en fonction des caractéristiques du polluant. Donc en l'occurrence, sa polarité et sa solubilité dans ce liquide d'imprégnation. Donc ça, toujours dans le but de maximiser en fait les rendements de récupération et d'optimiser les méthodes de prélèvement, d'améliorer l'efficacité des méthodes. Et puis même chose pour le débit d'aspiration qu'il faudra adapter aux caractéristiques des particules, et donc en l'occurrence à leur granulométrie et à leur densité. Alors un autre paramètre qui a une influence importante sur l'efficacité d'une méthode de prélèvement, c'est ce qu'on appelle le niveau de charge, c'est-à-dire la concentration surfacique. C'est la quantité d'un polluant par unité de surface. Et donc ça impose en fait de développer la méthode de prélèvement dans une gamme de concentration adaptée et pertinente à la situation considérée. Or ici, le problème, c'est que contrairement au prélèvement atmosphérique, en fait, on n'a pas de valeur de référence. Donc typiquement, pour un développement de méthode de prélèvement atmosphérique, on va valider entre le 10e et 2 fois la VLEP 8 heures. Et donc là, pour le prélèvement surfacique, donc on n'a pas ces valeurs de référence, on n'a pas de valeur limite.
Donc on a été amené à faire la proposition d'une valeur cible métrologique. Donc là, j'insiste bien sur le fait que c'est une valeur métrologique et non pas toxicologique. Donc ce n'est pas une valeur de référence, encore moins une valeur limite. C'est simplement une valeur qui va nous aider à construire et à valider la méthode de prélèvement surfacique. Et donc cette grandeur correspond à la quantité théorique qui va sédimenter pendant 8 heures sur une surface de 100 cm². Et donc grandeur autour de laquelle on va valider la méthode sur différents niveaux de charge. Et donc je termine avec les outils méthodologiques qui découlent de ces travaux. Donc tout d'abord le protocole dont je parlais tout à l'heure, donc qui vous donnera tous les détails en fait, de façon précise de ce que j'ai pu expliquer et présenter aujourd'hui un petit peu rapidement. Et puis un autre document, donc là un document un petit peu plus pratique sur la mise en œuvre du prélèvement lors d'interventions en entreprise. Et puis enfin les fiches méthodes par composé, donc qui sont actuellement relativement peu nombreuses si vous avez regardé sur la base Métropole, mais beaucoup sont actuellement en préparation et en projet, et donc vont venir alimenter petit à petit cette base de données Métropole. Et donc je vous invite à la consulter régulièrement pour voir toutes les nouveautés. Et puis j'en ai terminé, je vous remercie. Williams et Steve, merci de nous avoir éclairé avec beaucoup de précision sur ces approches au fond relativement neuves encore et dont on voit l'intérêt grandissant. Ces sujets méthodologiques très concrets que vous venez d'aborder suscitent visiblement beaucoup de questions sur notre chat. On a un public peut-être plus dynamique que d'habitude, je ne sais pas. Je vous en soumets quelques-unes, même si on est un tout petit peu en retard, mais ce n'est pas bien grave. Par exemple, est-ce que vous conseillez d'imprégner les compresses à l'éthanol, par exemple, pour améliorer le rendement du prélèvement de la surface considérée? En fait, tout va dépendre de la substance que l'on prélève. En fait, comme je l'ai dit dans la présentation, le solvant d'imprégnation doit être choisi vraiment en fonction des caractéristiques du polluant. Donc, pour certains polluants, effectivement, l'éthanol sera très efficace. Par contre, pour d'autres, notamment les composés apolaires, l'éthanol n'aura pas forcément une efficacité supérieure. Alors, est-ce qu'il y a des différences d'efficacité de prélèvement selon les types de lingettes en présence d'un solvant qui les imbibe? Alors, l'influence de la lingette... Vous avez parlé du rapport, de la corrélation. Oui, alors en fait, l'influence de la lingette va davantage être liée à la nature de la surface. C'est vraiment la surface, la nature de la surface et ses caractéristiques qui vont guider vers le choix d'une lingette ou d'une autre. Après, en fait, le choix du liquide d'imprégnation n'a pas de lien direct avec la nature de la lingette. Éventuellement, la quantité de liquide d'imprégnation va dépendre de la lingette. Il y a des lingettes qui vont être plus ou moins en capacité d'absorber du liquide, mais globalement, non. Alors j'avais repéré une autre petite question qui, moi-même, je me l'étais posée pour les petites surfaces. Là, on évoque, entre parenthèses, inférieur à 100 cm². Pour les petits matériels, comment on fait ? Typiquement, on fait comme on peut. Et puis, en fait, ce qu'il faut faire surtout, c'est pour pouvoir comparer les résultats entre eux et les comparer sur une même base de surface, il faut évaluer au plus près la superficie que l'on a prélevée. Encore très empirique tout ça. C'est très empirique, mais bon, on arrive quand même à être assez précis. Sur une poignée de porte, on arrive à quelques centimètres carrés près à déterminer une surface de façon assez précise. Monsieur Estève, l'horloge m'indique que nous sommes arrivés au terme de cette séquence que vous avez illustrée avec brio. Beaucoup d'exemples. Elle vient clore la première grande partie de notre journée, dont l'objectif était de nous donner une vision globale des choses avant de mettre en exergue dans les prochains chapitres les situations de terrain dans différents domaines. Vous l'avez d'ailleurs déjà un petit peu évoqué. En tout cas, merci, cher monsieur. On aura le plaisir de vous retrouver en fin d'après-midi tout à l'heure pour un autre temps fort. Merci beaucoup.